Elle a prononcé ces mots avec la même indifférence que si elle annulait un abonnement téléphonique. Je ne ressens plus rien pour toi, il faut que tu partes. Aucune dispute n'a précédé cette phrase, aucun éclat de voix n'a brisé le silence de notre appartement parisien. Juste cette déclaration glaciale lâchée entre le fromage et le dessert. Je suis restée figée sur ma chaise, la fourchette à quelques centimètres de ma bouche, cherchant sur le visage de Clara la moindre trace d'ironie ou de regret. Il n'y avait rien. Ses yeux étaient d'un vide abyssal, son expression trahissait presque un soulagement, comme si elle venait de rayer une corvée de sa liste. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé mes couverts, essuyé ma bouche avec la serviette en tissu, et j'ai dit « Très bien ». Salut tout le monde, c'est l'auteur de la chaîne. Avant de plonger plus profondément dans cette descente aux enfers, prenez une seconde pour me dire dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire aujourd'hui. J'adore lire vos réponses et voir jusqu'où nos histoires voyagent. Bref, retournons à cette fameuse nuit. Je me suis levée de table et j'ai marché vers la chambre. Le parquet craquait sous mes pas, un son familier qui soudain me paraissait étranger. J'ai sorti une valise cabine du placard, celle que j'utilisais pour mes déplacements professionnels. J'ai plié quelques pantalons, des pulls, des chemises. J'ai pris ma trousse de toilette, mes outils d'horlogerie de précision que j'avais hérités de mon grand-père, et un vieux carnet de croquis. C'est tout. Pendant tout ce temps, j'entendais Clara débarrasser la table dans la cuisine. Le tintement des assiettes contre l'évier était régulier, métronomique. Elle ne s'est même pas retournée quand j'ai traversé le couloir avec mon bagage. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi en prenant soin de ne pas la faire claquer. Dans la rue, l'air nocturne était mordant. J'ai démarré ma voiture et j'ai roulé. Je n'avais pas de destination en tête, je voulais juste fuir le béton, le bruit, la suffocante réalité de ce qui venait de se passer. J'ai roulé vers l'ouest, m'enfonçant dans la nuit sur l'autoroute déserte. Les phares balayaient l'asphalte, le ronronnement du moteur était ma seule compagnie. Au petit matin, après des heures de conduite hypnotique, j'ai aperçu l'océan. J'étais arrivée dans un petit port de pêche en Bretagne, un endroit dont je ne connaissais même pas le nom. Le ciel était gris, chargé de nuages lourds, et l'air sentait le sel et le goémon. J'ai garé la voiture près des quais et j'ai dormi quelques heures sur le siège passager, enroulé dans mon manteau. Vers 10 heures, je suis entrée dans un café au comptoir en zinc fatigué. Le patron, un homme trapu aux mains burinées, m'a servi un café noir fumant. Il a vu ma valise à travers la vitrine, il a vu mon regard cerné. Il n'a posé aucune question indiscrète. Il m'a juste dit qu'un vieil atelier de réparation navale cherchait un gardien et un homme à tout faire, et qu'il y avait une petite chambre sous les toits qui allait avec. L'après-midi même, je rencontrai le propriétaire de l'atelier, un dénommé Yannick. Il a regardé mes mains, m'a demandé si je savais utiliser un tournevis et lire un plan. J'ai hoché la tête. Le lendemain, ma nouvelle vie commençait. La chambre était minuscule. Les murs sentaient la peinture écaillée et l'humidité de la mer. Mais il y régnait un silence absolu. Un silence lourd, protecteur. Mon travail consistait à nettoyer les outils, classer les pièces de rechange, poncer de vieilles coques en bois. Un travail manuel, répétitif, qui vidait l'esprit. Personne ne me connaissait, personne n'attendait rien de moi. Je dormais enfin. La douleur de la rupture était là, tapie dans l'ombre, mais le travail physique la tenait à distance. À côté de l'atelier se trouvait une petite boutique qui vendait des cirés et des articles de pêche. La gérante s'appelait Léa. Elle avait un sourire discret et préparait du thé dans une bouilloire rouillée qu'elle partageait parfois avec moi lors des pauses de midi. Un jour, elle m'a tendu un vieux thermomètre en laiton en me disant qu'il ne fonctionnait plus, juste pour voir si mes talents d'horloger amateur pouvaient le sauver. Je l'ai réparé. Elle n'a rien demandé sur mon passé. C'était la paix, une paix fragile, mais réelle. Je croyais vraiment que Clara m'avait oubliée, qu'elle continuait sa vie brillante à Paris. Mais le vide absolu est insupportable pour ceux qui aiment avoir le contrôle. Les premiers signes ont été subtils. Cela faisait environ 1 mois que j'étais là. Mon téléphone, que je ne gardais allumé que pour les urgences, a vibré sur mon établi. Un message d'un numéro inconnu. C'était une photo de mon ancienne tasse à café, celle avec l'anse ébréchée, posée sur la table de notre ancien salon. En dessous, un texte court. « Tu as oublié de la laver. » J'ai fixé l'écran. Mon ventre s'est noué. Je n'ai pas répondu.
J'ai effacé le message et bloqué le numéro. 3 jours plus tard, un autre message d'un autre numéro. Le silence ne te va pas. J'ai posé mon rabot, mes mains tremblaient légèrement. Clara ne supportait pas de ne pas savoir. Elle ne supportait pas mon absence de réaction. Je n'avais fait aucun scandale, je n'avais pas imploré, je l'avais privée du spectacle de ma destruction. Je me suis plongée encore plus intensément dans le travail. Je commençais plus tôt, je finissais plus tard. Je balayais la sciure de bois jusqu'à ce que le sol soit immaculé. Le soir, je m'enfermais dans ma petite chambre sous les toits, je tirais les rideaux et j'écoutais le bruit des vagues pour couvrir le bourdonnement dans ma tête. Je refusais de céder à la panique. Puis, le courrier est arrivé. L'adresse de l'atelier, mon nom écrit de sa main, avec cette boucle si particulière sur le J. À l'intérieur de la grande enveloppe Kraft, une liasse de documents juridiques. Une convention de Pax annulée, des documents bancaires séparant nos comptes au centime près, des papiers administratifs signés de sa part. Pas un seul mot d'accompagnement, rien. Une exécution froide et clinique. Elle voulait me montrer qu'elle effaçait notre existence commune avec la plus grande des facilités. J'ai pris un stylo, j'ai signé partout où c'était demandé, sans même lire les détails. Je m'en moquais. J'ai renvoyé le tout le jour même. Je pensais naïvement que lui donner exactement ce qu'elle semblait vouloir mettrait fin à ce jeu malsain. J'avais tort. Quand quelqu'un veut vous effacer, il s'attend à ce que vous résistiez. Mon obéissance silencieuse n'a fait qu'alimenter sa frustration. Les colis ont commencé à arriver à la poste du village. Le premier contenait des objets absurdes, des reliques de notre passé dont je ne voulais plus. Le ticket de cinéma de notre premier rendez-vous, un vieux pull gris que j'adorais et qu'elle détestait, une clé USB contenant uniquement des photos de moi en train de dormir, prises des années auparavant. C'était intrusif, malsain. J'ai pris le colis, j'ai marché jusqu'à la jetée et je l'ai balancé dans les eaux sombres du port à la nuit tombée. Je regardais l'eau engloutir la boîte en carton en espérant que ça suffirait. En remontant vers mon logement, j'ai remarqué un véhicule stationné un peu plus loin, phare éteint. Un SUV sombre. Le moteur tournait au ralenti. Le temps que je m'approche, le véhicule a accéléré et disparu au coin de la rue. Je me suis convaincue que c'était un touriste égaré. La fatigue joue des tours à l'esprit. La véritable terreur s'est installée 2 jours plus tard. J'étais en train de réparer le mécanisme d'un treuil dans l'atelier. Je portais ma vieille veste de travail bleue. J'ai glissé la main dans la poche intérieure pour chercher un petit tournevis plat. Mes doigts ont effleuré quelque chose de dur, d'inhabituel, glissé au fond de la doublure usée. J'ai tiré sur le tissu, j'ai forcé la couture avec mon ongle. Une petite pastille noire, pas plus grande qu'une pièce de monnaie. Un traceur GPS. La respiration m'a manqué. J'ai lâché la pastille sur l'établi en bois comme si elle me brûlait. Elle avait payé quelqu'un, ou pire, elle était venue jusqu'ici. Elle savait où j'étais. Elle surveillait mes allées et venues. J'ai attrapé un marteau lourd et j'ai frappé la pastille de toutes mes forces. Le plastique a explosé avec un craquement sec, libérant la petite batterie et le circuit imprimé. J'ai balayé les débris dans la poubelle, le souffle court. À partir de ce moment, tout a changé. Je ne marchais plus en regardant la mer, je scrutais les visages, je relevais les plaques d'immatriculation. Je me suis mise à noter tout ce qui me paraissait anormal dans un carnet. Une voiture qui passait 2 fois, une ombre sous un lampadaire, un coup de fil anonyme sur le fixe de l'atelier. La paranoïa devenait mon ombre. J'ai pris mes distances avec Léa. Je prétextais avoir trop de travail pour éviter nos pauses café. Je ne voulais pas qu'elle se retrouve mêlée à la folie de Clara. L'invasion finale de mon espace personnel s'est produite un mardi soir. Il pleuvait à verse. Le vent hurlait contre les fenêtres de l'atelier. J'ai monté les marches grinçantes vers ma chambre, épuisée. J'ai glissé la clé dans la serrure, mais la porte a cédé avant même que je ne tourne la poignée. Le bois avait été repoussé avec douceur, le pêne n'était pas enclenché. L'adrénaline a inondé mes veines. J'ai poussé la porte doucement, le cœur battant à tout rompre. J'ai allumé la lumière. La petite pièce était en ordre. Mon lit était fait, mes livres étaient à leur place. J'ai avancé d'un pas, tous les sens en alerte. Et puis, je l'ai vue. Posée au centre de ma petite table de nuit, parfaitement alignée. Un flacon de parfum. Son parfum. Celui qu'elle portait tous les jours, une fragrance lourde, écrasante.
Je ne pouvais pas le sentir, le flacon était fermé. Mais mon cerveau a recréé l'odeur instantanément, me donnant la nausée. Sous le flacon, un morceau de papier plié en deux. J'ai approché la main, tremblante. J'ai déplié le papier. Il n'y avait qu'un mot, écrit en lettres majuscules. Fragile. C'était une menace, une démonstration de force. Elle était entrée dans mon sanctuaire, elle avait respiré mon air, elle avait touché mes affaires. J'ai composé le numéro de la gendarmerie locale. 2 gendarmes sont arrivés 1 heure plus tard. Ils portaient des cirés trempés, ils ont regardé la serrure, ils ont regardé le flacon. Ils ont échangé un regard qui en disait long. Monsieur, il n'y a pas de trace d'effraction. La porte était peut-être mal fermée avec le vent. Pour le flacon, c'est peut-être une erreur, ou une blague de mauvais goût. On ne peut pas ouvrir une enquête pour un parfum posé sur une table. Je leur ai expliqué le traceur, les messages, le comportement de mon ex-compagne. Le plus vieux des 2 gendarmes a soupiré, a sorti un bloc-notes humide et a griffonné quelques lignes. Écoutez, allez déposer une main courante demain à la brigade. Si elle se manifeste physiquement, vous nous rappelez. D'ici là, changez vos serrures. Ils sont repartis, me laissant seule avec ce flacon de poison virtuel. Je l'ai jeté dans un sac poubelle, j'ai poussé mon lit contre la porte d'entrée et j'ai passé la nuit assis sur une chaise dans l'obscurité, un vieux pied de biche posé sur les genoux. Le lendemain matin, j'en ai parlé à Yannick. Mon patron a écouté mon récit, le visage grave, essuyant ses mains pleines de graisse sur un chiffon. Il ne m'a pas jugé, il n'a pas minimisé. Il a craché par terre et m'a dit qu'il connaissait quelqu'un. Un ancien flic de la financière reconverti dans les enquêtes privées à Brest. Il s'appelait Monsieur Dark. Je l'ai rencontré l'après-midi même dans une brasserie bruyante près du port de commerce. Dark était un homme maigre, chauve, avec des lunettes à monture d'écaille et une voix très douce, presque effacée. Je lui ai tout raconté, du premier soir jusqu'au flacon de parfum. Il a pris des notes avec un stylo plume. Quand j'ai eu terminé, il a fermé son carnet, m'a regardé droit dans les yeux et m'a posé une seule question. Voulez-vous fuir encore plus loin, ou voulez-vous l'obliger à s'arrêter? Je n'ai pas hésité. Je veux qu'elle arrête. Dark a hoché la tête. Alors on va la forcer à sortir du bois. Ceux qui agissent dans l'ombre détestent la lumière. On va lui donner un projecteur. Le plan de Dark était risqué, mais implacable. Je devais la nourrir. Clara agissait parce qu'elle n'avait pas de prise sur moi. Il fallait lui donner l'illusion qu'elle en reprenait une. Sous les instructions de Dark, j'ai rouvert mon ancien compte sur un réseau social professionnel, celui qu'elle utilisait constamment. J'ai publié une mise à jour innocente, une photo de mon établi, de la mer Grise, avec une courte légende sur ma nouvelle vie de réparateur naval en Bretagne. J'ai délibérément mentionné le nom du village, c'était Lapa. Moins de 24 heures plus tard, le piège se refermait. Les visites sur mon profil ont explosé. Des comptes anonymes, créés quelques heures auparavant, ont commencé à commenter mes publications. Toujours à cacher ta misère. Quel gâchis de talent. On ne fuit pas éternellement. Dark surveillait tout depuis son ordinateur. Il a tracé les adresses IP, croisé les données, épluché les connexions. En 3 jours, il m'a convoqué à son bureau. Il a jeté un épais dossier sur la table. Elle s'est connectée depuis son bureau à Paris, depuis son appartement, et même depuis son téléphone personnel, a-t-il expliqué en pointant les lignes de code imprimées. Elle gère 8 faux profils. Mais le plus grave est là. Il a tourné la page. Elle a engagé une société de surveillance douteuse pour obtenir vos relevés bancaires récents, et elle a payé un sous-traitant pour placer ce traceur dans votre veste quand vous étiez au supermarché. Tout est documenté. On a ce qu'il faut pour le procureur, mais pour que la plainte pour harcèlement moral soit bétonnée, il faut qu'elle franchisse une dernière limite. Il faut qu'elle assume ses actes en face de vous, et je filmerai. Nous avons organisé la rencontre. J'ai envoyé un message direct à l'un de ses faux comptes. Je sais que c'est toi, on doit parler. Demain, à 14 heures, au Grand Café de l'Hôtel de Ville à Brest. Ne me suis plus. Elle n'a pas répondu, mais Dark m'a assuré qu'elle viendrait. L'arrogance est une drogue, m'a-t-il dit. Elle voudra savourer sa victoire, elle pensera que vous allez craquer. Le lendemain, je suis arrivé en avance. Je me suis assis à une table en terrasse, malgré le froid cinglant. Dark était installé 3 tables plus loin,
plongée dans la lecture d'un quotidien régional, un petit appareil d'enregistrement posé discrètement sur sa table. À 14h10, une berline noire s'est garée en double fil. Clara en est descendue. Elle portait un manteau hors de prix, ses cheveux étaient tirés en arrière, parfaitement lisses. Mais en s'approchant, j'ai vu la fatigue. Son visage était tendu, ses mâchoires serrées. Elle s'est assise en face de moi sans enlever ses lunettes de soleil. Elle a commandé un thé au serveur qui passait, puis a croisé les mains sur la table. « Tu as fini de te cacher, Julien ?» a-t-elle lâché d'une voix qui se voulait dominatrice, mais qui tremblait légèrement. J'ai gardé le silence un long moment, la fixant. J'ai retiré mes mains de la table et je me suis adossée à ma chaise. « Pourquoi tu as mis un traceur dans mes vêtements, Clara ? Pourquoi tu es entrée chez moi pour laisser ton parfum ?» Elle a eu un mouvement de recul imperceptible. Elle pensait que j'allais m'excuser de l'avoir abandonnée, elle pensait que j'allais crier. Mon calme froid l'a déstabilisée. Elle a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient brillants, furieux. « Parce que tu n'avais pas le droit de partir comme ça, » a-t-elle sifflé, s'avançant vers moi. « Tu n'avais pas le droit de te lever de cette table, de faire tes valises et de disparaître sans un mot. Tu étais censé te battre, tu étais censé me retenir. » Je l'ai écoutée vider son venin. Je réalisais à cet instant précis qu'elle ne m'aimait pas. Elle n'avait jamais aimé que l'emprise qu'elle avait sur moi. En partant sans lutter, je l'avais privée de son pouvoir. « Tu t'attendais à une pièce de théâtre ?» ai-je répondu d'une voix atone. « Tu voulais que je m'effondre pour te prouver ta propre importance ? Mais je suis juste partie. Et tu ne l'as pas supporté. » Son visage s'est déformé, un mélange de haine pure et de désespoir pathétique. « Je peux te détruire, Julien, » a-t-elle murmuré, les dents serrées. « Je peux ruiner ta réputation. Je peux faire en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail nulle part. J'ai tout sur toi. Tout. » Je la regardais et je ne ressentais plus de peur, seulement une immense et profonde pitié. « Tu ne peux plus rien faire, Clara. » J'ai fait un léger signe de la tête. Dark s'est levé de sa table, s'est approché calmement de nous et a posé une lourde enveloppe sur la table, juste devant elle. « Madame, je suis enquêteur privé. Vous trouverez dans cette enveloppe la copie d'une mise en demeure rédigée par le cabinet d'avocats de monsieur. Il y a également la copie de la plainte pénale déposée ce matin même auprès du procureur de la République pour harcèlement moral, violation de domicile et atteinte à la vie privée, accompagnée d'un dossier complet prouvant vos effractions, la pose de balises, GPS et vos surveillances illégales. Une demande d'ordonnance de protection a été validée. Si vous approchez à moins de 500 mètres de monsieur, de son lieu de travail ou de son domicile, vous serez placé en garde à vue. » Clara est devenue livide. Ses mains se sont mises à trembler violemment. Elle regardait l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un engin explosif, puis elle m'a regardé, cherchant une faiblesse dans mes yeux. Il n'y en avait aucune. J'ai glissé quelques pièces sur la table pour payer mon café, je me suis levée et j'ai tourné les talons. Je ne me suis pas retournée. En sortant du café, j'ai respiré l'air froid de la ville, et pour la première fois depuis des mois, mes poumons se sont remplis entièrement. Je savais que le monstre allait se débattre avant de mourir. 3 jours plus tard, un coursier est arrivé à l'atelier naval. Il m'a remis un petit paquet plat, pas d'expéditeur. Je l'ai ouvert avec prudence. À l'intérieur, une clé USB grise et une note dactylographiée. « Regarde bien ce que tu as perdu. » J'ai branché la clé sur le vieil ordinateur du bureau de Yannick. Ce n'étaient pas des photos de nous, c'était des vidéos de moi. Des dizaines de petites vidéos. Moi achetant du pain, moi parlant avec Léa devant sa boutique, moi réparant la coque d'un voilier. Tout était filmé de loin, depuis une voiture ou un point surélevé. Elle avait accumulé des heures de séquences pour me prouver qu'elle me possédait toujours, qu'elle était toujours là, invisible. J'ai remis la clé à Dark, qui l'a transmise directement au procureur. La justice a la réputation d'être lente, mais devant un tel amoncellement de preuves flagrantes et effrayantes, les choses se sont accélérées. La police parisienne a perquisitionné l'appartement de Clara le vendredi matin à 6 heures. Ils ont saisi ses ordinateurs, ses carnets de notes, des téléphones prépayés. Elle a été placée en garde à vue. Je n'ai pas assisté à son audition, mais mon avocat m'a raconté. Elle a d'abord tout nié avec arrogance, avant de s'effondrer pitoyablement face aux enregistrements du café et aux preuves informatiques. Elle a pleuré,
Elle a hurlé que c'était de l'amour, qu'elle voulait juste me protéger de moi-même, que j'étais instable. Le juge n'a montré aucune indulgence. L'ordonnance d'éloignement a été prononcée, assortie d'une obligation de soins psychiatriques et d'un lourd contrôle judiciaire en attendant un futur procès. Le silence est retombé sur ma vie. Mais cette fois-ci, ce n'était plus le silence angoissant de l'attente, c'était le silence apaisant de l'après-tempête. J'ai recommencé à prendre mes pauses avec Léa. Je lui ai raconté dans les grandes lignes l'enfer que je venais de traverser. Elle m'a écouté, a posé sa main sur la mienne pendant un bref instant et m'a resservi du thé. La vie a repris son cours, rythmé par les marées, le ponçage du bois, l'odeur du vernis marin. J'ai cessé de regarder par-dessus mon épaule. J'ai arrêté de vérifier la serrure de ma chambre 3 fois avant de dormir. Mes nuits sont redevenues pleines et réparatrices. 8 mois se sont écoulés. L'hiver a laissé place au printemps, radieux et clément sur la côte. L'atelier tournait à plein régime pour préparer la saison estivale. Un matin de mai, j'étais en train de vernir le mât d'un petit voilier devant l'atelier. Le facteur du village s'est arrêté avec son vélo jaune. Il m'a tendu une simple carte postale, glissée avec le reste du courrier. Il n'y avait pas d'enveloppe. Au dos, une photo générique des toits de Paris. J'ai retourné la carte. Pas de texte, pas de menace, pas d'explication. Juste une phrase manuscrite, écrite avec une écriture tremblante, presque méconnaissable, au stylo noir. Je suis désolée de t'avoir détruit, je suis désolée de m'être détruite. La lettre C majuscule en guise de signature. J'ai lu la phrase 2 fois. Je n'ai ressenti ni colère, ni peur, ni même cette pitié glaçante d'autrefois. Juste le constat d'une fin absolue. J'ai pris un briquet dans la poche de mon bleu de travail, j'ai allumé le coin de la carte postale et je l'ai regardé se consumer jusqu'à ce que les flammes lèchent mes doigts. J'ai laissé le vent balayer les cendres grises vers la mer. Mon avocat m'a confirmé la semaine suivante qu'elle avait quitté la région parisienne, qu'elle avait vendu ses parts dans son agence et s'était retirée dans le sud pour suivre son traitement loin de tout. Le cauchemar était définitivement terminé. Aujourd'hui, quand je regarde l'horizon depuis la jetée, je sais que j'ai bien fait de ne pas me battre le premier soir. Ma victoire n'a pas été dans les cris ou dans la vengeance, elle a été dans le retrait. J'ai refusé de jouer son jeu, et elle s'est détruite toute seule en voulant me forcer à jouer. La véritable paix ne s'annonce pas avec des tambours et des trompettes. Elle s'installe doucement, un beau matin, quand on se rend compte que l'air que l'on respire est enfin léger, et que l'on a reconstruit son âme, morceau par morceau, avec l'aide des vagues et du temps. Et voilà, c'est la fin de cette histoire hallucinante, une sacrée descente dans la psychologie du contrôle. Mais je me tourne vers vous maintenant, chers auditeurs. Qu'auriez-vous fait à sa place au tout début? Auriez-vous fait vos valises en silence comme lui, ou auriez-vous exigé des explications au risque de déclencher la guerre plus tôt? Laissez-moi vos avis dans les commentaires, le débat m'intéresse vraiment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine histoire sur la chaîne. Prenez soin de vous, et à très vite.